Ok, donc c'est parti pour le tutoriel sur les règles du jeu du Trône de Fer, donc le jeu de plateau. Donc c'est un jeu qui joue de 3 à 6 joueurs et bien évidemment ici le but du jeu c'est de contrôler une des grandes maisons de la saga et de chercher à dominer les terres de Westeros. Alors comment faire? Et bien pour ce faire on va recruter des armées, conquérir des territoires, former des alliances et chaque maison lutte pour contrôler le plus de châteaux et de forteresses afin de réclamer le trône de fer. Donc on va prendre ici dans l'exemple qui est donné 4 grandes maisons, les Baratheon, les Lannister, les Greyjoy et puis les Stark. Chaque maison choisit ce qu'il souhaite contrôler, il rassemble le matériel de sa maison et puis il place les unités de départ sur le plateau selon les instructions de son écran, c'est ce que vous voyez là. Ensuite, chaque joueur va placer des pions victoire, des pions ravitaillement et influence sur les pistes du plateau comme indiqué sur son écran. Et puis on peut commencer pour le premier tour, on appelle ça la phase de programmation, ils appellent ça planning phase en anglais, ça va, c'est cohérent. Alors une partie débute toujours avec la phase de programmation, chaque joueur il assigne simultanément des pions d'ordre, c'est ce que vous avez sous les yeux, et il va les placer face cachée, comme on le voit là, sur des zones contenant au moins une de ces unités. Donc les unités sont les suivantes, il y a les fantassins, les cavaliers, les bateaux et puis les engins de siège. Il y a aussi d'autres pions qui sont des pions d'ordre. Il y en a 5. Il y a les ordres de marche, les ordres de défense, les ordres de soutien, les ordres de raid et les ordres de consolidation de pouvoir. Et puis vous voyez, il y a des petits chiffres indiqués qui indiquent une puissance supplémentaire, on en reviendra. Il y a aussi certains pions qui ont des étoiles, donc c'est des points spéciaux que l'on ne peut utiliser en fait que si l'on fait partie, que si on est bien placé sur la cour du roi. Les Lannister ont droit à 3, les Stark à 2 et les Baratheon à 1. Donc dans le détail, on a les ordres de marche, ce sont des ordres qui servent à finalement faire bouger ses troupes ou ses bateaux et puis à engager un combat. Ici par exemple, voilà, on a une marche de -1, mais ça nous permet quand même de nous déplacer dans n'importe quelle zone adjacente. Ensuite on a les ordres de défense, ça, ce sont des ordres qui servent à défendre. Ils accordent un bonus de force, ici +1, lorsqu'une zone est attaquée. Ça, ce sont des ordres de soutien. Alors, ce sont des ordres qui servent qui représentent en fait une assistance guerrière à des forces engagées dans une bataille, comme par exemple ici. Ou bien encore, on peut défendre d'autres maisons que la sienne. Et ça, c'est assez intéressant puisque ça permet justement de mettre un peu de relief. Ça, ce sont les ordres de consolidation. Alors, les ordres de consolidation de pouvoir sont plutôt des ordres qui représentent tout ce qui est faveur locale, collecte d'impôts, j'imagine, ce genre de choses. Donc, c'est un petit peu ce qui va nous permettre d'avoir de l'argent. Et les ordres raid, avec la jolie flamme, qui représentent des incursions agressives ou des pillages de régions ennemies. Par exemple, ici, on arrive à se débarrasser d'un ordre de soutien grâce à notre ordre de raid. Donc, une fois que tous les ordres sont assignés sur le plateau, ils sont révélés par les joueurs tous en même temps. Et on essaiera de les résoudre pendant la phase d'action. Puisqu'il est placé en premier sur la piste de la cour du roi, le joueur Lannister contrôle le corbeau messager. On a un joli pion comme ça qui va permettre de changer un ordre, voilà, comme ici, on change un ordre de défense par un ordre de raid, ou bien encore de jeter un œil sur la carte des sauvageons. Dans notre exemple ici, comme la maison Greyjoy a placé un ordre de soutien, et qui est l'ordre de défense des Lannister, que l'on voit ici, voilà, est complètement inutile, sert à rien, donc on va le changer par un ordre de raid pour se débarrasser de l'ordre de soutien. Donc on résout toujours les ordres de raid en premier. Donc chaque joueur va résoudre l'un de ces ordres de raid sur le plateau, mais dans l'ordre du tour déterminé par la piste des influences. Ici, une fois de plus, les Lannister ont un ordre de raid à résoudre. Ils ne peuvent le faire qu'à une zone adjacente. Et donc, ils peuvent retirer un ordre de soutien, une consolidation de pouvoir ou un autre raid. Ici, c'est un ordre de soutien dont ces salopes de Lannister vont se débarrasser. Alors ensuite, on va résoudre les ordres de marche. Donc une fois de plus, chaque joueur va résoudre l'un de ces ordres sur le plateau dans l'ordre du tour déterminé par la piste d'influence du trône de fer. Dans notre exemple, c'est la maison Baratheon qui commence. Les Baratheon ont 2 ordres de marche, un ici et un là. Voilà.
Alors ils décident de commencer là, voilà, ils commencent à vouloir résoudre d'abord cet ordre-là, et ils vont déplacer donc un bateau dans une zone adjacente, une zone maritime évidemment. C'est maintenant au tour des Lannister. Alors eux aussi ils ont 2 ordres de marche, un ici et un là, voilà, et ils décident de commencer là. Non, pas là, là, voilà, ils décident de commencer là, et donc ils vont déplacer un fantassin, ils laissent donc une zone inoccupée. Mais chaque maison commence avec des pions de pouvoir que vous allez voir là maintenant tout de suite. Les voilà, donc ça c'est les pions de pouvoir des Lannister. Ils servent soit à parier, soit à établir son contrôle sur des zones du plateau. C'est un peu la monnaie du jeu. Donc avant de bouger son fantassin, les Lannister vont placer un pion pouvoir dans la zone vide. Voilà, ça y est, c'est fait. Comme ça, lorsque le fantassin se déplace, il garde quand même le contrôle de la zone qu'il délaisse. Et puisqu'ils viennent de prendre le contrôle d'une nouvelle zone possédant un château, les Lannister, là, ils vont déplacer leur pion de victoire sur la piste victoire pour indiquer qu'il a pris le contrôle de 2 châteaux ou de châteaux ou forteresses en fait. C'est maintenant au tour des Stark. Alors, il déplace un cavalier. Alors, attends, je suis là. Voilà, il déplace les cavaliers d'une zone à une autre. Dans cette zone, évidemment, il prend possession d'un château. Il va donc déplacer son pion victoire sur la piste des victoires et passer de 2 à 3. C'est maintenant au tour des Greyjoy de résoudre leur ordre de marche. Eux, ils vont déplacer leur bateau du port à une zone adjacente. Donc, chaque joueur a résolu un ordre de marche, mais il en va ainsi jusqu'à ce que tous les ordres de marche soient résolus. Donc après je crois que c'est au Baratheon de jouer, donc on retourne au Baratheon. Eux ils vont résoudre leur dernier ordre de marche en déplaçant un cavalier de là à là. Alors on peut se dire mais comment est-ce que le cavalier il a fait pour traverser la mer? Bah, c'est grâce au bateau en fait, qui crée une espèce de pont donc entre 2 zones. Voilà, ça lui permet de se déplacer de là à là, d'une île au continent. Merci les bateaux. C'est au tour des Lannister encore de résoudre leur deuxième ordre de marche. Et là, ils déplacent un cavalier sur une zone adjacente. Ils prennent possession d'une forteresse. Les Lannister déplacent donc leur pion de victoire sur la piste des victoires pour indiquer qu'ils ont pris le contrôle de 3 châteaux et ainsi de suite. Aux Stark de jouer, qui vont déplacer leur bateau d'une mer à une autre. Voilà. Et maintenant aux Greyjoy. Donc les Greyjoy, quant à eux, ils vont déplacer un fantassin, déposer un pion de pouvoir et c'est là que va s'engager un combat puisqu'on a 2 pions adverses sur un seul et même territoire. Et donc, on va pouvoir voir un petit peu comment se déroule un combat. Alors, le combat, vous allez voir, ça c'est simple, il suffit de savoir compter, tout est assez logique. Un combat se déroule lorsqu'un joueur fait marcher une ou plusieurs de ses unités dans une zone contenant des unités d'une autre maison. Ça me semble évident. Donc ici, Lannister contre Baratheon. Dans notre exemple précédent, on avait les Greyjoy qui avaient déplacé un fantassin sur une zone où se trouvait un cavalier Stark. Donc là, il y a un combat qui s'engage. Lors de la première étape du combat, l'attaquant et le défenseur peuvent demander un soutien de toutes les zones adjacentes à la zone de combat. Ici, il y a seuls les Stark qui ont un ordre de soutien dans une zone adjacente et qui peut être donné à n'importe quelle zone adjacente lors d'un tour. Un joueur qui contrôle un ordre de soutien adjacent peut accorder ou décliner son soutien à l'attaquant ou le défenseur d'une autre maison. Revenons à notre exemple où une unité Stark soutient une autre unité Stark d'une zone adjacente. On calcule alors à ce moment-là les forces de combat. Chaque type d'unité apporte un montant spécifique à la force de combat. Les fantassins et les bateaux ont une force d'1 point. Les cavaliers ont 2 points. Et puis les engins de siège, c'est 4 points. Quand ils attaquent une zone contenant un château ou une forteresse. Sinon, ça ajoute 0 à la force de combat s'il défend ou s'il attaque une zone sans château ou forteresse. Avec un fantassin de force 1, un cavalier Stark qui lui est de force 2, voilà, et en plus il y a un soutien ici de fantassin, ce qui rajoute une force 1. Les Greyjoy, ils doivent aussi prendre en compte la valeur de l'ordre de marche. Ici, c'est égal à 0, donc 1 plus 0 égale 1. Si les défenseurs avaient un ordre de défense, la force indiquée serait prise en compte, ainsi de suite. L'attaquant et le défenseur choisissent secrètement ensuite une carte maison. Les voici qui vont apporter une force supplémentaire.
Alors, je crois qu'ensuite, c'est les Stark qui commencent par révéler. Voilà, c'est ça. Stark révèle Eddard Stark, qui a une force de 4 et 2 épées, qu'on voit ici, et qui signifie la destruction de 2 unités ennemies en cas de victoire. Les Greyjoy, eux, révèlent Balon Greyjoy, qui a une force 2 et qui a en plus, attention, l'habilité de neutraliser la force de la carte maison de l'adversaire. Mais pour comprendre ça, il faut savoir lire l'anglais, mais sur les cartes avec lesquelles on jouera, c'est en français. Donc, Greyjoy est en premier sur la position de la piste des fiefs. Il contrôle alors la lame d'acier valérienne, qui permet à son détenteur de bénéficier d'un bonus de 1 à sa force de combat, mais seulement une seule fois par tour malheureusement. Donc on fait les comptes. Greyjoy décide d'attaquer, donc ça fait 1 de fantassin, 2 de cartes, plus un bonus d'épée valérienne, il a une force de 4. Les Stark, eux, ont une force initiale de 2 plus 1 avec le soutien, ça fait 3, mais la carte est annulée, donc 2 plus 1 égale 3, mais la force 4 de la carte maison n'est pas prise en compte, puisqu'elle a été annulée par la carte Greyjoy. Et donc, les Stark ne totalisent qu'une force de 3. Les Greyjoy gagnent donc le combat 4-3, et les Stark doivent battre en retraite dans une zone adjacente vide ou contrôlée par les Stark. Et l'unité qui a battu en retraite ne peut plus combattre lors de ce tour, ce qui est d'ailleurs, ma foi, fort normal. Stark a perdu un château. Il doit donc faire reculer son pion de victoire sur la piste victoire. Et Greyjoy, gagnant un château, doit avancer, lui, son pion d'une case. Voilà, c'est fait. L'ordre de consolidation de pouvoir doit ensuite être résolu. Donc toujours premier sur la piste du trône de fer, les Baratheons résolvent leur ordre de consolidation sur cette zone et reçoivent un pion de pouvoir grâce au pion d'ordre, et un autre puisque la zone contient un symbole de pouvoir. Voilà. Idem pour les Greyjoy, qui reçoivent un pion de pouvoir après avoir résolu son ordre de consolidation de pouvoir, et un deuxième dû au symbole présent sur la zone. Une fois tous les ordres de consolidation résolus, on retire tous les ordres de défense et de soutien du plateau, et les unités défaites vont donc être restaurées. Le second tour peut donc commencer, et on avance le sablier sur la piste de tour. Ok, on va donc maintenant s'intéresser aux cartes Westeros. Alors, à partir du second tour, on résout les cartes Westeros et on commence toujours par le paquet 1, puis le paquet 2, puis le paquet 3. Ici, dans notre exemple, la première carte, c'est une carte ravitaillement et on peut y lire « Ajuster le niveau de ravitaillement, arranger les armées ». Alors, quand on résout cette carte, chaque maison dans l'ordre de jeu compte le nombre de symboles ravitaillement dans les zones qu'elle contrôle. C'est les petits barils que vous voyez. Donc on va ajuster son pion ravitaillement, les voici, sur la piste ravitaillement pour refléter son niveau de ravitaillement. Les Baratheons comptent 2 ravitaillements, les Lannister en comptent 3, les Greyjoy en ont 2, et les Stark, ils en ont qu'un seul. Chaque colonne de la piste ravitaillement a un certain nombre de bannières, et ces bannières illustrent le nombre d'armées que ce niveau de ravitaillement autorise et le nombre maximum d'unités dans chaque armée. Une unité seule, c'est pas considéré comme une armée. Une armée, c'est défini comme au moins 2 unités amies dans une même zone terrestre ou maritime. Si une maison perd le contrôle de zones ayant un symbole ravitaillement et que ses armées excèdent ses limites de ravitaillement, il doit immédiatement retirer des unités du plateau jusqu'à ce que son nombre d'armées se conforme à ce qui est permis. La deuxième carte tirée, ici, c'est la bataille des rois. Et on peut y lire « Miser pour les 3 zones d'influence ». Alors, la carte Westeros Bataille des Rois essaye de recréer tout ce qui est complot et intrigue se déroulant en coulisses. Voilà, des assassinats et ce genre de choses. Pour résoudre cette carte, on va retirer d'abord tous les pions d'influence des 3 pistes d'influence du plateau. Allez, voilà. Puis, les joueurs misent du pouvoir pour les positions des 3 pistes. L'enchère est résolue piste par piste en commençant par celle du trône de fer. Puis, chaque joueur va placer secrètement un certain nombre de pions pouvoir dans son point fermé. Puis quand tous les joueurs ont fait leur choix, ils révèlent simultanément leur mise en ouvrant le point. Dans notre exemple, les Baratheons ont fait une mise de 3, les Lannister 0, les Stark ont misé 3 et les Greyjoy ont misé 2. Le joueur avec la mise la plus élevée place un de ses pions d'influence en position 1.
Ici, l'égalité est entre Baratheon et Stark. Les égalités sont brisées par le joueur ayant le pion trône de fer. Ici, Baratheon se place en première position parce qu'il avait au tour précédent déjà le pion trône de fer. Il va donc décider de placer Stark en deuxième position. Greyjoy va être placé en troisième position et les salopes de Lannister en dernière position. Une fois que tous les pions influences ont été placés sur la piste mise aux enchères, le joueur occupant la position 1 reçoit donc le pion trône de fer. Ici, les Baratheons gardent le contrôle du trône de fer. Pion mis à nouveau, mais cette fois-ci pour une autre piste, c'est pour le contrôle de la piste des fiefs. Alors on recommence un tour de mise, les Greyjoy vont miser 3, les Lannister vont miser 2, les Stark vont miser 1, et les Baratheons 0. Voilà, donc celui qui a la mise la plus élevée se place en première position et reçoit la lame d'acier valérien. Ici, ce sont les Greyjoy qui vont en garder le contrôle et donc recevoir ce joli petit pion. Et on voit bien que les Greyjoy sont en première position. Enfin, une fois que cela est fait, on va miser pour le contrôle de la piste cour du roi. Alors on est reparti pour un tour de mise. Il y aura une mise de 3 pour les Baratheons, de 2 pour les Lannister, une mise de 1 pour les Stark. Et les Greyjoy ont misé 1 aussi. Voilà. Les Baratheons sont donc placés en première position, les Lannister en seconde. Et c'est bien évidemment les Baratheons détenteurs du pion trône de fer qui vont régler le problème d'égalité entre les deux autres maisons. Il va placer les Stark en troisième position et les Greyjoy en quatrième position. Les positions ayant été résolues, le pion corbeau messager est remis aux Baratheons. La carte bataille des rois est totalement résolue et le jeu va pouvoir continuer. On va donc passer à la dernière carte, c'est l'attaque des sauvageons et on peut élire les sauvageons attaquent Westeros. Ok, on va s'intéresser maintenant aux sauvageons. Alors pour la petite histoire, dans le nord glacé, il y a une armée de sauvageons barbares qui se rassemble pour descendre sur le continent de Westeros. L'ordre ancien de la garde de nuit protège le mur massif qui protège de ces dangers, mais la garde de nuit a besoin des grandes maisons pour accomplir sa tâche. Donc dans le jeu, il y a certaines cartes Westeros qui ont le symbole sauvageon. Ces cartes vont faire avancer d'une case le pion menace des sauvageons sur la piste des sauvageons. Donc le pion menace des sauvageons peut avancer jusqu'à 3 fois dans la même phase, et lorsqu'il atteint 12 ou lorsque l'on tire une carte sauvageon, on va résoudre une attaque sauvageon en misant des pions pouvoir en fonction du chiffre imprimé sur la piste des sauvageons. Donc là dans notre exemple, la force d'attaque des sauvageons est de 2. Donc chaque joueur va devoir cacher son pouvoir disponible derrière son petit écran et va miser secrètement un nombre de pions pouvoir. Donc les joueurs ensuite vont révéler leur mise simultanément et puis on ajoute le pouvoir misé avec tous les joueurs pour déterminer la force de la garde de nuit. Alors, dans notre exemple, l'ensemble des joueurs ont misé 0 parce qu'ils avaient plus de points de pouvoir. Et comme les sauvageons avaient une force de 2, eh bien les sauvageons gagnent. Donc ce qui se passe ici, c'est que le pion menace des sauvageons est remis à 0. Et puis on pioche la dernière carte du paquet des sauvageons pour connaître la récompense ou la pénalité. Alors en tirant la carte, on tombe sur la carte Cavalier Mammouth. Et dans la partie victoire des sauvageons, on peut lire le plus faible enrichisseur perd 3 unités sur la carte et le plus haut enrichisseur et les autres joueurs perdent 2 unités de la carte. Comme chaque maison a misé le même nombre de pions pouvoir, c'est aux Baratheons qui détiennent le pion trône de fer de décider lequel des joueurs a la plus faible mise. L'attaque des sauvageons est maintenant résolue et le jeu continue. Donc on joue jusqu'à la fin du 10e tour de jeu et le joueur qui contrôle le plus de zones contenant un château ou une forteresse à ce moment-là remporte la partie. Si n'importe quel joueur au moment du jeu contrôle cette zone contenant un château ou une forteresse, ce joueur-là a gagné et le jeu prend fin. On passe maintenant au recrutement des armées, donc ils appellent ça Mustering Armies. Donc bien évidemment pour pouvoir prendre le contrôle de plus en plus de terres, de plus en plus de châteaux et de forteresses,
on va recruter des armées. Donc en tirant une carte recrutement, on va justement réussir à mobiliser des guerriers, construire des bateaux ou des engins de guerre. Donc quand on résout cette carte, chaque joueur dans l'ordre de jeu peut recruter ou améliorer de nouvelles unités dans chaque zone qu'il contrôle, mais il faut qu'il y ait un château ou une forteresse. Donc un château, ça donne 1 point de recrutement, et une forteresse 2 points de recrutement. Alors, pour les unités de combat, les fantassins et les bateaux coûtent 1 point de recrutement, alors que les cavaliers et les engins de siège coûtent 2 points de recrutement. Donc une unité fantassin située sur une zone de recrutement peut être améliorée en cavalier ou en engin de siège pour 1 point de recrutement. Un joueur ne peut jamais recruter une nouvelle unité qui créerait une armée dépassant ses limites de ravitaillement. Si le recrutement d'une nouvelle unité fait que le joueur a plus d'armées qu'il ne lui est autorisé, cette unité ne peut être recrutée. Ok, donc on va essayer de comprendre comment ça marche en utilisant par exemple ici les putes de Lannister. Donc les Lannister ont un fantassin sur une zone où il y a une forteresse. Donc la forteresse donne 2 points de création d'unité. Donc ils vont transformer leur fantassin en cavalier et ça va ne leur coûter qu'un point. Il reste que donc 1 point à la forteresse et ils vont s'en servir, il me semble, pour créer un navire, un bateau, dans la zone maritime adjacente à leur terre. Alors les unités marines, telles que les bateaux, mais ce sont les seuls, ne peuvent pas être créées sur la terre, mais seulement voilà, dans les zones maritimes ou sur les ports. Donc les Lannister, en recrutant un nouveau navire, ont créé une armée, puisqu'on a 2 navires. Donc une armée de 2. Ce qui est possible, puisque dans la piste de ravitaillement, ils sont autorisés à avoir, voilà, grâce à leur niveau, plusieurs unités armées, de 2, c'est les unités, et une armée de 3 unités. Ensuite, sur ce territoire-là, il y a encore une forteresse, donc ils peuvent recruter, ils ont une valeur de 2 pour le recrutement. Ils vont donc recruter un fantassin de 1 et un navire sur la mer adjacente à ce terrain, ce qui vaut bien 2. Et donc là, on avait déjà une armée de 2 avec les navires, et donc en ajoutant un navire, ils ont maintenant une armée de 3 en navire. Mais c'est toujours possible, puisque sur la piste des ravitaillements, on voit que les Lannister ont le droit à une armée de 3 unités, et 3 armées de 2 unités. Ils ont maintenant un autre territoire sur lequel il y a un château, donc ils ont le droit à 1 point de ravitaillement. Ils peuvent soit recruter un fantassin, voilà, ils auraient pu aussi améliorer le fantassin déjà présent sur la zone. Ok, maintenant que les Lannister ont fini leur recrutement, c'est le suivant sur la piste du trône de fer qui est autorisé à recruter. Donc là, c'était les Baratheon, et ainsi de suite. Donc tout au long du jeu, voilà un petit peu comment ça se déroule. J'espère que j'ai réussi à être le plus clair possible. C'est peut-être pas évident, mais une fois qu'on joue, ça vient plutôt vite. Donc voilà, écoutez... à très vite pour une partie endiablée et de la poutritude exacerbée. Ciao ciao.